Bien, bonjour pour ce webinaire sur la validation. Paperless, obligations réglementaires ou opportunités stratégiques. Donc, je suis Jérôme Tomaselli, le président et fondateur de GXP Manager, et je suis accompagné de Isabelle Gros, qui est notre grande directrice qualité et opération, qui vous parlera des aspects réglementaires. Est-ce que tout le monde est là? Euh, Oui. Oui, par une grande partie, on va dire. Voilà, super. Bon, écoutez, bienvenue à ce webinaire. Comme c'est assez chargé, je vais avancer assez vite. C'est enregistré, Oui. donc vous pourrez demander le replay. Et puis pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, ils pourront le voir tranquillement après. Voilà. Alors, ce qu'on va voir, c'est les évolutions de l'annexe 11 qui vont contraindre les entreprises à utiliser des applications de validation. Finalement, est-ce que c'est une contrainte ou une opportunité? Et puis dans cette présentation, bon, on verra ce que dit l'annexe 11. Pourquoi c'est une opportunité pour les entreprises et pourquoi une plateforme de type zéro code, vous inquiétez pas, je vous expliquerai c'est la super solution et comment l'application GXP Max de validation, elle répond très bien aux équipes, aux attentes des équipes de validation. Alors, je vais laisser la parole à Isabelle, qui a bien travaillé le sujet. Voilà, donc effectivement, donc je pense que vous connaissez très bien toute la réglementation en fait qui s'applique au contexte GXP et aussi les obligations de validation qu'on a des systèmes informatisés, des équipements, des méthodes analytiques, des procédés, etc. Mais voilà, les textes datent depuis déjà pas mal de temps, en particulier l'annexe 11 qui doit dater de 2011. Et on est en 2026 et il y a eu énormément d'évolutions technologiques. Ce qui fait que les textes prennent plus en compte, ou en tout cas pas suffisamment, tous ces aspects technologiques. Et donc, il y a eu une décision de réviser en particulier l'annexe 11 pour prendre en compte en fait ces avancées qui ont eu lieu et avoir des orientations donc qui sont claires, qui sont pratiques et pertinentes et pas que les gens se posent maintenant trop de questions. La plupart des systèmes en fait sont dans le cloud. On utilise l'intelligence artificielle. Comment on va valider tout ça? Voilà, donc je ne vais pas passer en revue en fait toute la révision de l'annexe 11. Donc on peut accéder au texte qui est en cours de draft. Donc ça permet de se préparer justement à ces évolutions. Et il faut savoir donc qu'il y a eu aussi une évolution du chapitre 4 qui concerne la documentation et il y a une nouvelle annexe qui concerne donc l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a un texte en fait qui a été sorti depuis pas mal de temps déjà par la FDA, qui est le Computer Software Assurance, et avec un focus en fait sur la documentation. Et donc de se dire que oui, il faut documenter, ça c'est toujours obligatoire, mais par contre la priorité en fait c'est de vérifier via des tests qu'on obtient bien la qualité en fait au niveau du produit et l'intégrité des données, même en utilisant en fait des systèmes informatisés. Donc ces aspects sont devenus très importants. Suivante. Voilà, donc juste quelques extraits en fait des différents textes. Donc la documentation qui ne doit plus être statique, mais on peut utiliser donc des outils pour gérer le cycle de vie. Donc c'est justement le cas des applications de type VLMS, donc Validation Lifecycle Management System. Et donc bien retenir que la documentation peut exister sous des formes variées. Donc documentation ne veut pas dire document, mais vous pouvez avoir des enregistrements à partir du moment où vous respectez en fait toutes les règles pour l'intégrité des données. Concernant donc justement l'intégrité des données, donc c'est des contrôles renforcés pendant tout leur cycle de vie. Donc on sait que pour toutes les données papier, en fait, maintenir cette intégrité pendant leur cycle de vie, c'est compliqué. Et malgré, on va dire, toutes les procédures, les bonnes pratiques de documentation qui peuvent être mises en place, la formation des collaborateurs,
on sait que le papier, on peut frauder. Hein. On met pas tout de suite la date, on met pas tout de suite la signature, etc. On remplit pas au moment où on obtient les résultats. Voilà. Frauder ou oublier. Ou oublier, on va dire. Voilà. Et alors, évidemment, les fichiers Excel, non, il n'y a pas d'intégrité de données. Hein. Vous savez déjà qu'il n'y a pas d'audit prêt. Et la gestion des droits, c'est compliqué de empêcher les copies, etc. Et les analyses de risque, elles sont très souvent dans des fichiers Excel, donc c'est difficile de garantir que vos analyses de risque, en fait, sont intègres. Il faut prendre en compte donc les risques concernant l'intégrité des données dans la stratégie de validation et bien évidemment, vos données de validation elles-mêmes doivent être intègres. Voilà, je n'en dis pas plus parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui viennent après, mais voilà. Donc maintenant, effectivement, alors j'avais peut-être pas mis, mais il demande aussi d'utiliser en fait des outils. Hein, pour la validation. Donc, ça veut dire que maintenant, la validation papier, elle ne va plus être acceptée. Très bien, merci Isabelle. Alors, finalement, aujourd'hui, les équipes de validation sont trop souvent perçues comme ralentissant les projets, faute de ressources suffisantes et de moyens de travail adaptés. Il est grand temps de changer tout cela et il faut changer cette image de la validation goulot d'étranglement pour passer à quelque chose de plus positif. Alors, la validation papier, elle est inadaptée. Hein, c'est le gros escargot là, qui nous ralentit et il faut passer à la fusée. Donc, c'est un processus long et coûteux. Il est très difficile de capitaliser et de partager les informations sur le papier, les risques, les exigences, les cas de test, les critères d'acceptation, tout ça, c'est enfoui dans des montagnes de papier. Il est très complexe d'assurer la cohérence des informations, faire ceux qui se sont amusés à faire des matrices de traçabilité et de les maintenir, ils savent de quoi je parle. Les revues de conception sont très compliquées, puisque faire des couvertures de tests ou des couvertures réglementaires à la main, c'est quand même pas simple. Et ensuite, faire les liens entre les tests, les spécifications, les risques, c'est quelque chose qui généralement est fait dans les documents. Et on sait que les projets, ils avancent dans le temps, les choses évoluent, et on a une grande difficulté à maintenir les documents, et donc, en cas de revue, on se fait toujours avoir parce que les documents ne sont pas à jour. Le processus, il est opaque, c'est difficile de connaître l'avancement de chaque tâche, mais il est aussi opaque dans la conception même de la validation. C'est très consommateur de ressources, que ce soit humaines, en papier, en réunion. Il y a énormément de redondance de saisie, puisque dans les documents, on veut, c'est le support à la revue, le document. Donc, en fait, pour que les personnes puissent le revoir, eh bien, on remet systématiquement les matrices de traçabilité, les liens, les tests, etc. Et donc, il y a énormément de ressaisie et beaucoup de temps. Et puis alors, temps perdu. Et puis, bien évidemment, il n'y a pas d'audit trail sur le papier, vous le savez. Et puis, ça ne permet pas de piloter les activités, c'est-à-dire, eh bien, une fois qu'on a fait son beau document et qu'on l'a fait approuver, ça met pas à jour votre validation master plan, vos autres documents, etc. L'application des méthodes, elle est aussi complexe sur le papier. Comme le disait Isabelle, souvent les analyses de risque, elles sont faites sous Excel avec des méthodes plus ou moins simples et on aboutit parfois à des analyses de risque trop légères ou trop lourdes. Donc les équipes ont du mal à avoir une bonne granulométrie du travail. Faire des matrices de traçabilité à jour, c'est un travail monstrueux et dès que quelque chose bouge, il faut recommencer. La mise à jour des documents, en fait, malheureusement, comme je le disais, les projets évoluent dans le temps et une fois qu'on a approuvé un document, on est passé à autre chose et le document, il est périmé en fait. Il a été approuvé à l'instant T, mais il n'est plus valide à l'instant T plus 1. Et reproduire ces documents est une charge de travail énorme. Ensuite, la compréhension des modèles et la réaction des documents, c'est parfois épuisant parce que justement, comme on veut à la fois mettre toutes les informations possibles pour que les rédacteurs, les vérificateurs, les approbateurs aient l'information sous la main, ça fait des documents très longs, très complexes,
difficiles parfois à comprendre et à utiliser. Et puis l'organisation géographique des équipes. Aujourd'hui, on a des organisations complexes avec des équipes corporate qui sont peut-être situées à Paris, des équipes terrain qui sont sur les sites, et puis des équipes de validation qui sont encore sur d'autres sites. Tout ça, ça facilite pas le partage du travail quand on est sur papier. Alors, on se demande comment en 2026 on peut encore travailler comme ça, parce qu'est-ce qu'on imagine les comptables travailler sans logiciel de comptabilité? Est-ce qu'on imagine les services financiers travailler sans SAP, un autre logiciel, ou les services de production sans leur ERP? Alors, aujourd'hui, la validation est devenue mature et il est temps d'optimiser le travail car elle est vraiment sur le chemin critique des projets. Il faut réduire la durée des projets et le coût des projets. Et comme c'est noté ici, l'avenir est numérique. Est-ce que votre validation, elle l'est? Alors, les enjeux pour la digitalisation, en fait, comme on l'a vu, bah, il y a d'abord la conformité à l'annexe 11, les enjeux de productivité des équipes de validation qui sont submergées de travail et souvent sous stress, pouvoir simplifier les processus, puisque comme on l'a vu, pour rendre les choses approuvables, si j'ose dire, on est obligé de dupliquer, ressaisir un nombre monstrueux d'informations. Il faut pouvoir capitaliser les projets, en fait. Si on est une grande entreprise, les projets faits sur le site A, on peut réinstaller des systèmes équivalents sur un site B où il y a des choses comme le 21 CFR part 11. Bon, bah, en fait, c'est toujours la même chose. Hein. Donc, il faut pouvoir récupérer de l'information et capitaliser. Avoir de la transparence des activités, savoir où on en est, qui fait quoi, où est le document, est-ce qu'il est on sait qu'il y a des flux de travail qui fait qu'on ne peut pas, par exemple, commencer à exécuter un protocole s'il n'est pas approuvé, etc. Donc ça, c'est important que l'information soit partagée. Et puis les données, c'est pareil. Le fait que les équipes qui font les URS, qui font les spécifications, mais en fait, il faut pas, on n'a pas forcément besoin d'attendre que tout le document ou toute l'information soit faite pour pouvoir commencer à travailler sur les tests. Et donc, c'est important de les partager. Et puis, comme je suis mis sur le petit schéma à gauche, bah, en fait, aujourd'hui, les équipes, les gens, bah, ils veulent des outils, quoi. Hein. Travailler sur le papier, c'est pas valorisant. Et puis, le dernier point, c'est que ça facilite vraiment les inspections et les audits parce que vous êtes audit ready, vous avez l'information immédiatement disponible et vous n'avez pas à aller farfouiller dans des documents, mais où est le document, où est sa version, où il est stocké, sur quel bureau il est, etc. Alors, quelles sont les solutions? Alors, et il y en a qui utilisent Excel, mais enfin, comme on vient de le dire, Excel, il n'y a pas de droit d'accès, d'audit trade, c'est complexe. Et puis, nous qui avons une grosse activité de digitalisation des Excel, on se rend bien compte que c'est un peu Canada Dry, hein, ça a l'air juste, mais en fait, c'est souvent faux. Une erreur de saisie, un code mal saisi, un copier-coller mal fait, un tri parfois, un simple tri, vous vous fait perdre la logique de votre fiche. Alors, il y a eu des tentatives avec les ALM, mais c'est trop orienté document, enfin développement plutôt. Ça n'a pas été un grand succès auprès des équipes de validation. Et puis, il y a effectivement sur le marché maintenant un certain nombre de VMS, de logiciels spécialisés dans la validation, mais alors, malheureusement, ils sont souvent basés sur des technologies un peu lourdes et obsolètes, ils sont rigides, difficiles à s'adapter au contexte, ils sont très coûteux, à la fois en termes de prix et de maintenance. Et donc, ça fait que c'est des projets importants, mais qui ne sont pas forcément très utilisés au quotidien. Et puis, surtout, il y a un périmètre qui est fonctionnel, qui est limité aux activités de validation. Donc, il nous faut une solution qui s'adapte facilement aux besoins des équipes de validation, qui soit intégrée dans l'écosystème de conformité de l'entreprise, qui réponde à l'ensemble des exigences réglementaires du secteur, audit trade, signature électronique, etc. Qui soit économique et rapide à mettre en œuvre, intuitif et simple pour que les équipes de terrain puissent l'accepter et l'utiliser. Et puis, pour nous, Européens, bah, en fait, c'est bien que toutes ces données critiques, elles soient
sur des clouds souverains, de manière à ce que vos données, elles ne filent pas on ne sait où. Alors, on a travaillé sur ce cahier des charges, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a intégré l'application validation de GXP Manager dans la suite OCMS, que je vous présente tout de suite, qu'elle est basée sur une plateforme zéro code et qu'on est orienté données, que c'est une application qui est prête à l'emploi, mais qu'on peut facilement adapter aux besoins, bien sûr conforme à toutes les exigences réglementaires, facile à valider, économique et française, souverain. Alors, la validation, c'est pas un acte isolé. La validation, ben, si vous prenez n'importe quel document de validation, ben, on voit qu'il y a des liens avec les documentations de qualité, les procédures de validation, les procédures de gestion documentaire. La validation, elle est aussi liée à la réglementation. Si vous faites des analyses de risque, etc., ben, quels sont les points critiques que l'inspecteur va venir vous demander. Elle est aussi liée à la gestion de la qualité, la gestion des non-conformités, tout un tas d'informations qui sont au niveau du système qualité du QMS. Elle est bien sûr liée au cycle de vie des logiciels de l'infrastructure, puisque pour valider, ben, on valide pas comme ça, on valide, on l'a vu par rapport à des risques, mais aussi par rapport à des spécifications. Si mes spécifications, je ne les ai pas sous la main tout de suite, ça va être compliqué. Puis on va me demander de faire des matrices de traçabilité dans lesquelles je vais devoir faire la couverture de mes tests par rapport à mes URS, par rapport à donc mes besoins ou mes spécifications fonctionnelles, etc. Elle est bien sûr liée à la gestion de projet, puisque la validation, c'est un projet aussi. C'est soit un sous-projet d'un projet d'implémentation ou de change, ou un projet à part entière. Mais en tous les cas, la gestion de projet, c'est un projet, des responsabilités, des tâches, un Gantt, et donc bah, il faut pouvoir piloter sa validation. C'est aussi lié à vos ressources humaines. Qui fait quoi? Qui est responsable? Les rôles, les responsabilités, les workflows, tout ça, c'est important que ce soit capitalisé. Et bien sûr, euh, pour pouvoir faire son validation master plan, son plan directeur de validation, bah, il faut avoir sous la main bah, l'inventaire des systèmes, des locaux, des équipements, où se trouvent les logiciels, quels sont les logiciels, est-ce qu'ils sont critiques ou pas critiques. Et puis tout ça, ça nous amène bien sûr à la gestion des fournisseurs en se disant, mais en fait, tel logiciel ou tel équipement, bah, qui nous l'a vendu, qui le maintient. Et puis, quand on va faire des URS aussi, de pouvoir transformer très simplement ces URS en appel d'offres, RFQ ou RFP. Et puis, une fois qu'on a sélectionné le fournisseur, bah, il faut analyser la criticité des logiciels et donc les actions à réaliser auprès des fournisseurs. Donc, c'est là où on en revient à la gestion de la qualité, puisqu'il va falloir auditer, faire des plans d'audit, des suivis d'audit, etc. Donc, on voit que cette validation, qui n'est pas un acte isolé, elle va s'insérer dans ce que nous, on appelle l'Enterprise Compliance Management System, c'est-à-dire un système global de management de la conformité. La validation, en fait, on le voit, elle est liée à votre QMS, à votre gestion des risques, des fournisseurs, etc. Et donc, ce fait de voir cet écosystème, ben, en fait, ça évite d'avoir à recopier de l'information, à aller la chercher, elle est toujours disponible à la main. Sur la partie droite du schéma, en fait, ce qu'on appelle JXP, Excel et Forms, et ce sont des développements sur mesure pour éradiquer les fichiers Excel ou les formulaires papier, mais c'est peu parlant aujourd'hui pour cette présentation. Alors, donc là, je vais pas revenir sur ce slide puisque je l'ai explicité, mais ça vous fera un souvenir écrit. Alors, on a vu que la validation traditionnelle, elle génère des montagnes de papier. J'en ai déjà parlé, donc c'est juste pour que vous ayez une trace écrite ici.
Simplement, il y a un point là, stockage et archivage. On se rend compte que dans les grandes organisations, le coût de stockage, le volume de documents et les difficultés pour retrouver les documents sont un point assez important. Voilà. Et puis, produire tous ces papiers, c'est pas très écologique. Alors, l'approche traditionnelle, donc, par les documents, euh, et c'est comme on l'a vu, c'est une approche qui n'est pas très pertinente. Donc l'approche par la digitalisation, c'est une approche par les données. C'est-à-dire qu'en fait, on va non plus s'intéresser aux documents, mais on va s'intéresser à la donnée. C'est-à-dire le cas de test, l'anomalie, la déviation, etc., toutes les informations. Donc, et il va falloir les mettre en forme, ces données, et c'est le fait de pouvoir avoir des données et de les mettre en forme qui va nous permettre de capitaliser, puisque c'est très facile d'échanger les données, et de pouvoir les exploiter et de les partager. Donc pour la capitalisation en continu, en fait, en entrée, en fait, on peut saisir, voilà, je saisis mon pass-fail, mon résultat, je saisis mes commentaires, je saisis mes déviations, mais je peux aussi importer des données, importer mes spécifications de mes fournisseurs ou mon cahier des charges qui a été fait sur un autre système. Je peux aussi connecter mon application à d'autres systèmes, récupérer des preuves de test, d'équipements, d'automates, etc., d'autres systèmes. Et puis en sortie, le système il va nous permettre de générer des workflows, des tableaux de bord, des publications, en fait, faire le secrétariat à votre place, donc produire les documents. C'est-à-dire que dans une approche traditionnelle, on crée des documents et on met les données dedans. Dans une approche digitalisation, en fait, on crée des données et on génère les documents, ce qui est très cool pour les utilisateurs. Voilà, on a vu des Gantt, des actions à réaliser. Puisque j'ai fait tel input, eh bien, je dois faire telle chose. J'ai lancé une exécution, il faut que j'informe les personnes qui vont réaliser l'exécution qu'elles ont un travail à faire, et quand elles l'ont fini, informer le responsable de validation ou le responsable de la revue qui doit revoir les informations. En fait, on voit qu'il y a un cercle vertueux, c'est qu'une fois qu'on a rentré des données, en fait, elles sont réutilisables, donc on va capitaliser, et ces données, on va ensuite pouvoir les réutiliser en input dans le processus de validation. Alors, il y a aujourd'hui la problématique de l'IA, bien sûr. Donc, quand on digitalise, en fait, on va se retrouver avec un ensemble de données qui vont être validées et étiquetées. Donc, c'est un parfait environnement pour l'IA parce que le problème de l'IA, c'est d'aller chercher de l'information sourcée et fiable. Sinon, elle vous raconte n'importe quoi, ce qu'on appelle une hallucination. Si elle ne trouve pas, elle va inventer. Et donc, voilà. Donc, vous êtes en train de fabriquer des données fiables sur lesquelles vous allez pouvoir faire des analyses de tendance, des recoupements, des recommandations. Et puis aussi, on va aussi pouvoir automatiser un certain nombre de tâches. Alors, dans GXP Manager, on a ce qu'on appelle des événements qui permettent de déclencher des workflows, des notifications, de créer des enregistrements, créer des liens. Ça, dans les applications de validation, c'est très important. Puisque, par exemple, je vais valider tel système, alors je sais que c'est tel système, alors automatiquement, l'application, elle va aller récupérer toutes les URS du système et automatiquement les lier à votre projet de validation, ce qui vous permettra ensuite de faire vos matrices de traçabilité en 3 clics. Donc, elle va vous faire un tas de travail à partir d'événements et c'est ultra puissant. Et puis aussi, on peut connecter des agents IA de type N8N qui vont aller analyser des inputs ailleurs ou des inputs dans GXP pour déclencher d'autres actions dans d'autres systèmes.
Il y a une autre utilisation qui est intéressante de l'IA, c'est de nourrir la machine. C'est-à-dire, en fait, si on fait des prompts très intelligents et sur des systèmes qui sont relativement courants ou des problématiques type le 21 CFR11, etc., on va pouvoir lui demander de nous générer sous un format de type Excel un ensemble de données. Et donc, ça va nous alléger la charge de rédaction. Là, j'ai mis un exemple dessous du résultat d'un prompt tel qu'il est. C'est assez impressionnant, en fait. Et ces données, en fait, on va pouvoir ensuite directement les injecter dans l'application et les analyser, puisque en fait l'IA va nous générer des choses, charge à nous d'aller les analyser, vérifier, etc. Mais vous savez que partir d'une page blanche est toujours plus compliqué que de partir et de revoir des éléments. Donc c'est très impressionnant. Voilà. Alors, pour expliquer un petit peu ce qu'est GXP Max, en fait, GXP Max, c'est la nouvelle version de GXP Manager. C'est le fruit de 20 ans de projets sur la digitalisation de données critiques dans les industries. C'est une plateforme qu'on a entièrement revue et redéveloppée sur toutes les technologies les plus puissantes et performantes du moment. Et puis l'objectif, c'était d'être très intuitif dans l'utilisation, très rapide dans l'utilisation, de pouvoir traiter des volumes énormes de données et de connexions, et puis de pouvoir être interconnecté avec tous les logiciels du marché grâce à des systèmes d'API très puissants. Alors on dit que GXP c'est une plateforme zéro code. Alors c'est quoi une plateforme zéro code? Alors c'est pas du low code ou du no code, puisque le no code ou low code ça génère du code. GXP ne génère pas de code en fait, c'est ça qui est magique, c'est qu'on génère des applications mais on ne génère pas de code. Alors l'intérêt c'est que d'abord ça va très vite, très simple, ça génère pas de bugs puisqu'il n'y a pas de code, on maîtrise totalement le comportement de l'application puisqu'il n'y a pas de développement, on peut standardiser l'interface utilisateur, donc c'est très facile d'embarquer les utilisateurs pour qu'ils ont compris le mode de fonctionnement. Et puis la validation, elle est beaucoup simplifiée puisqu'elle va être juste uniquement basée sur les cas d'usage. GXP Manager fournissant toutes les validations, enfin tous les tests et les preuves de test, les analyses de risque, l'impact de changement pour chaque version. Voilà. Alors la mise en œuvre d'une application, la validation, c'est un processus qui est assez standard. Hein. Voilà, on fait des master plans, on fait des plans de validation, on fait des protocoles, on fait des tests, on copie ces cas de tests pour avoir des cas de tests exécutés. Donc ça, c'est un processus standard. Et donc, ce qui est important, c'est que toutes les fonctionnalités soient présentes de ces processus standards. Par contre, on valide pas de la même façon un logiciel spécifique, un logiciel embarqué, un logiciel très complexe et très paramétrable, un logiciel très simple, un logiciel qui est aussi, là on parle de validation informatique, mais bon, on valide pas de la même façon un équipement, un procédé ou un nettoyage. Donc en fait, il faut une application de validation qui soit très flexible. Et de la même façon que chaque système à valider a des caractéristiques propres. Chaque entreprise aussi a ses propres façons de travailler, des méthodologies. Certaines ont des processus de validation très très profonds, d'autres s'appuient allègrement sur les fournisseurs, que ce soit des éditeurs ou des prestataires. Les modèles de documents varient d'une entreprise à une autre. Les analyses de risque, alors là, je note que les entreprises sont très créatives. Vraiment, là, il faut être très créatif pour s'adapter. Et puis l'organisation, bien sûr, elle va dépendre. Est-ce que le service validation est au sein de la DSI ou est-ce qu'elle est un service au sein du service qualité? Est-ce qu'elle est corporate? Est-ce qu'elle est par site, etc. Donc il y a besoin d'avoir des workflows très flexibles pour pouvoir s'adapter au contexte.
Donc, il est très important que la digitalisation elle soit réalisée avec une plateforme qui soit capable de s'adapter au contexte. Euh, et donc, c'est d'où l'intérêt d'avoir du zéro code, puisque en fait, on va fournir un modèle d'application de validation et ensuite, on va l'adapter très rapidement au contexte de l'entreprise. Alors, comme on le disait, en fait, la validation par document, en fait, ça génère des documents qui sont très lourds. C'est-à-dire qu'en fait, le document est à la fois un guide pour l'utilisateur, donc il va y avoir beaucoup de blabla pour lui expliquer ce qu'il doit faire. Ça va être aussi beaucoup de redondance. Je vais reprendre, citer les références des documents de qualité, des réglementations, des URS, des matrices de traçabilité, etc. Tout ça pour que les personnes qui vont revoir le document puissent avoir l'information. Et puis finalement, les données à saisir, il n'y en a pas tant que ça. Donc, le fait de digitaliser, ça permet de repenser la façon dont on travaille, c'est-à-dire de ne s'occuper que des données à saisir. Le système vous guide dans le processus et donc ça simplifie énormément le travail. Donc, et ensuite, c'est la plateforme, puisqu'on aura toujours besoin de documents à la fin, si on veut pouvoir démontrer des choses à des tiers, etc., ou faire approuver une vision de synthèse, parce que parfois on a envie sur un document d'avoir la synthèse de toutes les informations pour que ce soit plus simple à approuver effectivement. Mais ça, en fait, le système va aller chercher les informations dans la base et constituer le document, ce qu'on appelle une publication, et donc l'application, en fait, elle fait le secrétariat pour vous. Et vous n'êtes plus en train de faire du secrétariat au lieu de valider. Voilà, donc la mise en place d'un projet, en fait, ça part de vos besoins, pourquoi je digitalise, et puis de vos méthodes actuelles, et on en profite pour faire de la réingénierie de vos méthodes. Vous pouvez vous simplifier la vie, parce que justement, l'information, elle est à portée de clic, et vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête, si j'ose dire. Voilà, et donc on part de vos méthodes, de vos besoins, on part de l'application standard, et puis on l'adapte si besoin, de manière à ce que vous ayez quelque chose qui corresponde parfaitement à vos besoins. Voilà, donc en fait, un exemple, on va avoir la gestion de projet qui va être dans l'application, avec les projets, les tâches, l'organisation, le Gantt, et puis ensuite, ça va piloter à la fois l'activité de lifecycle management pour le projet, donc les URS, l'expression des besoins, les spécifications, etc. Et puis de l'autre côté, toute la partie validation, VMP, VP, analyse de criticité, analyse de risque, etc., les exécutions, les rapports, et puis le lien avec on l'a vu, là on doit auditer les fournisseurs, on doit suivre les déviations, et puis le lien avec l'asset management, la gestion des équipements, des softwares. Voilà, là c'est un petit schéma pour rappeler, on est bon en termes de timing, parce que je voudrais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble aussi. On a jusqu'à combien de temps là? On a encore 15 minutes. Voilà, donc c'est vraiment un process que vous connaissez bien. Le validation de master plan qui après vous faites vos plans de validation, si c'est des systèmes complexes, vos protocoles de QI, QO, QP, de revue de conception, etc. Vous rédigez vos cas de test ou vous allez les prendre dans un catalogue de cas de test avec vos prérequis et vos instructions. Et puis ensuite, une fois que tout ça c'est bien fait, vous faites une copie, j'appelle ça une photocopie numérique. Vous allez dupliquer vos cas de test pour en faire des exécutions, donc ce qui fait que vous n'aurez pas, vous allez avoir vos exécutions ici avec vos déviations. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est un peu cette dichotomie entre l'approche donnée et puis l'approche document. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cycle de vie d'approbation, par exemple ici. Je vais approuver mes protocoles et mes fiches de test, je vais les exécuter, trouver des anomalies, mettre des annexes, des preuves de test, des choses comme ça. Je vais aller exécuter, je vais aller signer
très simplement et audite trailer mes instructions exécutées. Je vais pouvoir faire ensuite ma revue directement dans le système de mes fiches de test exécutées. Je vais les signer et puis ensuite tout ça, ça va me permettre de donner la conformité de mon protocole s'il est conforme, enfin l'exécution de mon protocole s'il est conforme ou pas conforme. Et donc tout ça, c'est des données. Et puis en fait, voilà ce que fait le système. Il dit, maintenant que j'ai approuvé mon protocole, je vais vous sortir mon joli protocole en format Word ou PDF plutôt, avec toutes les informations dont vous avez besoin, et ça se fait en un simple clic, c'est instantané et vous n'avez rien à faire. Pareil pour la publication de votre rapport, il sort automatiquement et puis il est stocké directement dans la base. Vous n'avez même pas besoin d'aller l'insérer dans votre jet ou je ne sais où. Tout ça se fait très simplement. C'est un gros gain de temps. Là, c'est une autre vue. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un peu à quoi ça ressemble, euh, pour que vous ayez un petit aperçu. Simplement, bon, il est évident que la présentation d'une application de type validation, ça prend quand même beaucoup plus de temps que le temps qu'on a pour ce webinaire. Donc, ce que je vous propose, c'est juste de vous montrer comme ça, et puis vous n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour avoir une démo en fonction de vos besoins ici. Donc c'est une application SaaS, ça veut dire que vous n'avez rien à installer sur votre poste, juste un navigateur. Bien sûr, on peut se connecter avec vos propres identifiants mots de passe habituels, Windows, donc ça vous évite d'avoir d'autres identifiants. Quand on arrive dans l'application, en fait, on a des tableaux de bord. Donc ici, moi j'ai tous les modules. Donc voilà, mais on peut créer ces tableaux de bord très facilement pour savoir où on en est dans notre processus de validation, etc. Voilà, donc c'est très simple de créer ces tableaux de bord. On a aussi à disposition les Gantt qu'on aura mis en favori, voilà, pour savoir où en est mon projet. Donc c'est important. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'ai à faire. Donc on dit voilà, j'ai des documents, alors des exécutions, voilà. Là par exemple, j'ai un protocole de validation à approuver. Donc là, j'ai ma liste de travail, hein, que bien sûr je peux trier, filtrer, etc. Et puis quand c'est moi qui ai, alors après c'est très simple, une fois qu'on est là, pouf, on peut directement voir la fiche ou faire la signature approuvée. Alors vous voyez qu'on peut approuver et rejeter. Bien sûr, si on rejette, on va faire un petit commentaire et faire un retour arrière qui vous évite de relancer tout le processus et on verra. Et puis, bon, il y a tous les workflows, les flux de travail que j'ai moi-même initiés et que je voudrais savoir où ils en sont. Et oui, Isabelle. Voilà, et c'est très pratique, c'est-à-dire, vous avez lancé une exécution et vous voulez savoir si elle est en cours d'exécution et comme ça, vous savez, vous pouvez piloter votre travail. Alors, en fait, comme on peut avoir beaucoup de choses, ici, vous voyez que dans le principe de l'ECMS, j'ai mon QMS sous la main avec la gestion des non-conformités, des changements, des CAPA, etc. J'ai mon asset management avec la gestion des sites, des logiciels, des matériels, etc. Tout ce qui va être la gestion de mes audits, la gestion de projet, etc. Alors, comme ça fait beaucoup de choses, on a la possibilité dans GXP de créer des sous-menus pour simplifier le travail. Donc voilà, donc en fait ce qui va m'intéresser ici, c'est d'avoir ma liste des logiciels, d'avoir mon lifecycle management, donc mes URS, mes cahiers des charges, mes spécifications. Donc ici on a tout mon alors j'ai plein de modèles en fait, c'est pour ça que j'en ai plein. Euh, alors l'ergonomie est toujours la même en fait, hein.
Donc, on a une grille un peu à la Excel qu'on peut complètement personnaliser chacun. On peut mettre dans l'ordre qu'on veut les choses. On peut filtrer, trier, tout ce qu'on veut. Donc, c'est très pratique pour retrouver l'information. Sinon, on a des outils de recherche. Voilà, c'est très très rapide. Voilà. Donc ensuite on a deux vues. On a le mode donc grille. Bien sûr, on a le mode formulaire hein, pour pouvoir remplir en formulaire si on veut. Et là, on a la vue splittée. Alors en fait, vous avez compris que le principe, c'est de faire des liens. Donc, si j'ai, par exemple, mon cahier des charges, ben, c'est qu'en fait, il est certainement lié à un projet d'implémentation euh, d'un système. Donc, au départ, c'est peut-être un cahier des charges qui n'est pas lié à un logiciel, qui est lié à un projet. Et puis, ben, si j'en veux savoir un peu plus sur ce projet, ben, c'est très simple. Il me suffit d'ouvrir ce projet. Si je veux connaître les tâches de ce projet, ben, je vais aller cliquer sur les liens. Et donc, ça me permet d'avoir en fait toute l'information à disposition. Ici, là, on voit qu'il y a un collaborateur ici qui est associé à mon projet. Pardon, il est ici, Franck Debrun. J'ai sa photo. Je peux même récupérer sa photo. C'est sympa. Voilà, donc je peux gérer comme ça mes URS. Je peux voir finalement le plan de validation qui est associé. Et pareil, hein, donc je peux aller le visualiser et puis avoir plein d'informations directement sous la main. Je peux aussi faire des modifications si j'ai envie, si j'ai le droit bien sûr. Tout ça, c'est la gestion des droits qui va vous permettre de savoir ce dont vous avez le droit. Vous voyez, on peut directement lancer un workflow depuis le formulaire. Voilà. Ici, voilà, par exemple, ici, on voit les besoins détaillés qui sont ici. Il y en a que deux, c'est tout simple. Voilà. Là, il y en a plus. Donc, mais c'est intéressant aussi de se dire, bah, en fait, je peux transformer en fait directement ces URS en RFQ, en besoin et faire des appels d'offres. Et puis ces RFQ, ils vont me permettre ensuite de comparer les différentes réponses des différents fournisseurs. Alors, on va pas trop se perdre dans les détails, mais voilà. Donc vous voyez que vous avez vos liens. Donc si comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais tout de suite aller. Non, c'est pas le nettoyage, c'est la VSI aujourd'hui. Vous allez retrouver en fait tous les éléments importants. Donc en fait, ici, vous allez pouvoir faire une analyse de criticité de vos systèmes, savoir s'ils sont invalidés ou pas. Donc en fait, ici, vous avez la fameux lien avec l'ensemble de vos logiciels. Et puis ici, vous allez voir que tous interagissent. Par exemple, voilà, donc il faut que vous avez votre liste de logiciels. Vous pouvez créer votre analyse de criticité très simplement. Hein. Vous allez dire à quelle catégorie GAMP, par exemple, il appartient. Voilà, maintenant, il y en a plus que 3, donc c'est facile. Là, ici, dans l'exemple qu'on a ici, la criticité, alors c'est une méthode, hein, il y en a beaucoup d'autres. Elle a été décidée d'être faite sur le nombre d'interfaces. Ouais. Donc vous voyez qu'ici, la criticité se calcule toute seule. Elle est sympa pour vous. Donc vous définissez les règles. C'est ce qu'on appelle la personnalisation que j'ai évoquée. C'est-à-dire qu'en fait, quelle est votre méthode d'analyse de criticité de vos systèmes? Là, c'est basé sur la catégorie GRAMP ou le machin. Moi, j'ai tendance à dire que c'est bien d'avoir la criticité réglementaire. Là, ça intervient pas. Mais voilà, c'est vraiment vous qui décidez ce que vous faites. Donc, une fois que vous avez défini votre criticité, ben, en fait, vous allez définir pour vos systèmes critiques ceux qui sont dans votre VMP et aller suivre. Donc là, on retrouve notre logiciel là-dessous. Et on voit qu'il a un statut. Voilà, donc là il est actif, mais si je le mets
que c'est encore un projet en fait. Pour l'instant, c'est pas un vrai système. Vous voyez, ça met à jour automatiquement votre VMP. Et ça qui est génial, c'est que le fait que tout soit en lien, en fait, ça vous met à jour les choses. Vous voyez, maintenant j'ai fait un plan de validation qui est associé avec ça. Bah, on vous dit que 2 minutes de présentation. Alors, voilà, on voit que ici, ça a été défini comme acceptable à la fin du processus. Si, alors bien sûr, hein, on verra que comment on le modifie. Voilà, on modifie. Ben, on a changé le statut après revue du plan de validation, c'est passé under condition et votre VMP. Donc en fait, ça va vous mettre à jour automatiquement en fait les dates de validation, les statuts de validation, comme on le voit, et puis ça va vous calculer en fonction de la fréquence de revue périodique, la date de prochaine revue périodique, et dès que vous allez approcher de la date, vous allez avoir un événement qui va déclencher un workflow qui fera que dans votre accueil, on vous dira ici que vous avez quelque chose à faire. Donc là, vous avez votre plan de validation. Alors, vu qu'il reste pas beaucoup de temps, vous avez compris la logique. Le plan de validation est associé à des protocoles. Les protocoles sont affichés voilà, ici. Alors, j'en prenne un où il y est où il y a des choses. Voilà, ici il y a un protocole. Là, c'est des exemples. Voilà, ici j'en ai plusieurs. Et donc, pour pouvoir donner la conformité du plan, bah, en fait, j'ai besoin d'avoir la conformité des protocoles associés. Et puis, si je veux pouvoir donner la conformité de mon protocole, bah, en fait, vous avez compris qu'il faut que j'aille voir mes exécutions. Mes exécutions, elles sont là. Et si elles sont terminées, et le statut de l'exécution. En fait, c'est un outil de pilotage extrêmement puissant, puisqu'en fait, dans la logique de validation, bah, vous allez avoir toute l'information. C'est-à-dire que pour décider, vous voyez, vous ne décidez plus sur un document, mais vous décidez sur des informations que vous avez. Et bien sûr, ces informations, elles sont bien sûr audit traînées. Et puis, vous avez les workflows qui vont verrouiller tout ça, et puis vous voyez l'état où ça en est, etc. Alors on me dit que je suis... voilà. Donc, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas, vous nous contactez, et voilà. On passe aux questions. On passe aux questions. Alors, on a quelques-unes. Donc, on a une première question. C'est est-ce que l'outil de digitalisation de la validation doit être également validé? Oui. Bah bien sûr. C'est pour ça que c'est important d'avoir des outils qui eux-mêmes ont tout ce qui est une gestion des droits des utilisateurs, etc., la signature électronique, etc. Oui, bien sûr, il faut le valider. Et donc, nous, on vous fournit un dossier de validation standard sur tout le fonctionnement. Mais après, vous avez vu, quand on va modifier, par exemple, l'analyse de criticité ou l'analyse de risque, je ne vous ai pas montré l'analyse de risque, mais voilà, ici, chaque méthode, en fait, est différente pour chaque entreprise. Donc ça, il va falloir faire une petite validation à la fin, basée sur vos cas d'usage. Alors, une autre question, s'agit-il d'un outil différent de GXP Max ou bien est-ce compris avec le paquet de GXP Max? Alors, ouais, en fait, GXP Manager, c'est le nom de la société et c'est le nom du logiciel. GXP Max, c'est la dernière version de GXP Manager. On l'a appelé GXP Max parce qu'il en fait un max, en fait. On a trouvé ça tellement génial, on s'est tellement éclaté à le faire. Et donc, le mode de licensing, c'est de dire, en fait, c'est une licence par utilisateur, quelle que soit l'application que vous allez prendre. Donc, un utilisateur qui a sa licence, en fait, il a la licence pour tous les modules que vous prenez. Il y a aussi une licence par module, mais qui est très modique, on va dire, et qui, elle, n'est pas liée au volume d'utilisation. Cela pourrait prendre combien de temps d'adapter l'application à notre contexte?
Ben, ça dépend de votre contexte. C'est un peu du Fernand Reynaud, là. Mais là, on a un projet pour une grande société internationale qui a une quarantaine de sites, je crois, pour lequel on fait toutes les validations, c'est-à-dire informatique, équipement, procédés, nettoyage, et qui inclut la partie spécification, donc toute la partie life cycle management, donc avec les URS, les specs, le design, les analyses de risque, etc. Et là, on est sur un planning de combien, Isabelle, à peu près 2 mois, 3, Oui, 2 mois. 2 mois. 2 mois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas 2 mois continus. Hein. c'est pas 2 mois continus, c'est-à-dire. C'est-à-dire que c'est pas tous les jours travaillés. Ah oui, Voilà, oui, ça, oui, je oui, veux oui. dire. Mais c'était le combien de temps? Je parle de combien ça coûte. Mais oui, ça va très vite puisqu'en fait, on part des documents, on analyse les documents, on compare avec ce qu'on a. Oui, il y a déjà toute la logique, elle est là en fait. Et ensuite, on va directement modifier. Il n'y a aucun développement. Changer une analyse de risque, ça va très vite. Changer un document, ça va très vite. Donc voilà, ça dépend en fait de votre disponibilité plutôt, la disponibilité de vos ressources, etc. Mais disons que 2 mois, ça se fait. Alors, si nous souhaitons une aide à la validation de GXP Max par des équipes de GXP Manager, devons-nous passer par cette plateforme de digitalisation ou est-il possible de passer par une validation traditionnelle? Bah, si vous n'avez pas encore implémenté la plateforme de validation GXP Manager, ça va être difficile de valider GXP Manager avec la plateforme que vous n'avez pas encore implémentée. Donc voilà, non, vous faites comme vous voulez en fait. Nous, on peut de toute façon, voilà, on fournit le dossier, on va dire sur toutes les QI, QO, toutes les fonctionnalités. Après, donc il reste à faire les cas d'usage. Donc soit c'est vos équipes validation qui le font, soit on apporte du soutien dans la rédaction des protocoles, des analyses de risque, des choses comme ça. Mais à la fin, je pense que c'est vous qui allez exécuter de toute façon. Et vous allez avoir deux choses à faire, la revue, évidemment, de tout ce qu'on vous propose, et puis l'exécution, de manière à être quand même sûr que vous ayez bien manipulé et bien vérifié. Alors, dans le cas où on travaille pour un client, est-ce qu'on pourrait lui donner accès à son projet uniquement pour gérer les revues et approbations, l'exécution des fiches de test? Ah, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de sociétés de conseil qui étaient connectées aujourd'hui. Alors, absolument. En fait, dans GXP Manager, ça c'est très très beau, vous avez la notion de ce qu'on appelle projet. C'est-à-dire que, en fait, là, vous avez ici la possibilité d'avoir plusieurs applications. Bon, je vais pas rentrer dans le détail parce que ça va vous embrouiller, mais là, dans mon application ECMS, je peux créer autant de projets que je veux. Voilà. Donc pour vous, consultants, en fait, vous allez créer un projet pour la société X, et quand vous allez créer ce projet pour cette société X, en fait, pour chaque projet, en fait, vous avez la structure de l'application est identique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir capitaliser de projet en projet, mais quand vous faites un projet, eh bien en fait, la gestion des utilisateurs, les groupes utilisateurs, et donc les droits sur les tables va être spécifique. Donc, par exemple, j'ai mon ancienne société CVO qui utilise intensivement GXP Manager sur leur projet. En fait, ils ont pour la même application pour tous les clients, mais ils ont un projet pour chaque client. Et donc, les données sont différentes pour chaque client et les droits sont différents pour chaque client. Donc ça, c'est pratique. Ça permet de capitaliser et de standardiser le flux de travail. Mais
ça permet aussi de complètement séparer les données d'un client à un autre et les droits d'un client à un autre. Donc la réponse est oui. Alors, on a une question, je ne suis pas sûre de bien la comprendre. S'agit-il d'un outil de digitalisation de validation uniquement pour GXP Max ou pour d'autres SI également? Alors, C'est tout. En fait, c'est la partie ce qu'a présenté donc Jérôme. Ça, c'est une application qui est faite pour valider tout ce qui est à valider en fait. Voilà. C'est pas pour valider particulièrement JXP Max ou l'application JXP Manager. alors tu pouvez répéter la question parce que Alors, attendez, je retourne dessus. S'agit-il d'un outil de digitalisation de validation uniquement pour GXP Max ou pour d'autres SI également? Ah oui, non, en fait, c'est un outil de validation pour tous vos systèmes à valider. Euh, on va pas faire une application pour s'auto-valider. Voilà, c'est très ouvert pour valider SAP, pour valider tous vos développements, etc. Enfin, tous les logiciels, tout ce que vous avez à valider, en fait. Une dernière question. Est-ce que je peux sortir des dossiers complets pour soumettre à des auditeurs ou des inspecteurs ou est-ce qu'on devra leur montrer les enregistrements dans l'application? Alors, nous, on utilise beaucoup, bien sûr, en interne GXP Manager et il y a beaucoup de nos clients qui nous auditent. Et en fait, nous, on est très transparent quand on est audité, puisque en fait, on ouvre l'application et puisque dans l'application, il y a tout, y compris les documents qu'on a publiés, qu'on a créés. Donc, on montre les deux, nous, personnellement. Ce qui fait que généralement, les auditeurs, ils viennent et ils prévoient 1 ou 2 jours et en général, ils repartent 50% du temps avant parce que ils ont l'information tout de suite. Donc vous pouvez soit, parce que la beauté du truc, c'est que quand vous publiez quelque chose, euh, je sais pas, là, je publie mon plan de validation, là, on fait, je le publie, toc, je génère mon document, et ça va super vite, il est là. Je peux lui mettre une règle qui dit que en fait, ça va aller le publier dans mon répertoire de documents projet, qui, au miracle, est aussi associé à ma gestion de projet. Et donc, quand, en cas d'inspection ou d'audit, vous avez, alors là j'en ai plein parce que je fais des démos et des essais, mais vous avez directement tous vos documents qui sont qui sont disponibles et vous pouvez montrer, c'est à vous qui allez choisir si vous montrez les données ou les documents. Franchement, on travaille tellement bien dans la base que bah, c'est rassurant. Enfin, vous n'avez rien à cacher, en fait. Moi, je conseillerais de faire un mix des deux, c'est-à-dire, voilà mon plan de validation approuvé, il ressemble à ça. Et donc, vous montrez le PDF signé électroniquement. Après, si la personne dit ah oui, mais alors ce protocole, ce que lui-même machin, et donc là vous allez naviguer dans la base, trouver le protocole, vous allez montrer le document. Et puis si la personne elle dit ah oui, mais alors là je vois qu'il y avait une déviation bloquante, est-ce qu'elle a été machinée? Là, vous avez plutôt intérêt à aller naviguer dans la base et montrer que la déviation, elle a été traitée, etc. Machin. Donc c'est un mix des deux, je pense. Isabelle, toi qui le vis régulièrement. Oui, oui, c'est ça. C'est que en fait, la documentation, c'est vraiment à limiter sur quand vous avez besoin de sortir quelque chose. Si vous avez effectivement, parce que Jérôme, tu disais qu'il y avait beaucoup de consultants qui étaient présents. Donc, si vous avez une démarche outillée et que vous devez laisser chez le client la documentation, évidemment, vous allez
produire en fait, publier vos documents qui auront été approuvés, etc. Si c'est une application qui est utilisée en interne, ben, comme tu disais, il y a beaucoup de choses qu'on publie pas et qu'on montre directement en cas d'audit. Oui, parce que c'est les données. Ce que disait Isabelle au tout début, c'est qu'en fait, ce qui est important, c'est que les choses soient documentées et ne pas confondre documenté et document. En fait, ou ce que vous voyez ici, c'est qu'en fait, c'est les. D'abord, on valide nos workflows. Là, si je lance un workflow, voilà, et il va approuver des données. Et après, quand je vais faire une publication, je peux aussi approuver le document publié. Mais c'est très confortable puisque la bonne règle de travail, c'est que une fois qu'on publie, on publie des données qui sont elles-mêmes approuvées. Et donc l'approbation du document, c'est peanuts en fait. On n'a pas d'autres questions. On n'a pas d'autres questions. C'est bien, c'est quand même des bonnes questions. Eh bien, écoutez, merci de votre attention. J'espère que ça vous a plu. Pour les consultants, oui, vous pouvez travailler avec en méthode outillée et ça vous fera gagner du temps. Vous pouvez aussi inciter vos clients à acheter l'application pour que vous puissiez échanger encore mieux avec eux. Merci de votre attention, à très bientôt et puis bon appétit. Merci, au revoir. Au revoir.